notre descripteur de la soirée, Félix? Je suis convaincu que si on fait ça, c'est parce qu'on veut le voir en série. Tu te souviens, il y a 2-3 semaines, quand l'Avalanche était venu au Centre Bell pour affronter le Canadien, Landeskog suivait déjà l'équipe. On l'a vu prendre des répétitions, notamment sur l'avantage numérique. Alors, d'aller dans la Ligue américaine, il va aller chercher de vraies répétitions. Oui. Si ça mène avec l'Avalanche en série, honnêtement, ça serait exceptionnel. Là. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué. Oui. Puis, il pourrait trouver une façon d'aider l'équipe en avantage numérique sur un 4e trio, s'améliore, grimpe dans la hiérarchie. Bref, on verra. S'il revient là où il était, par contre, moi, c'est ma question. Ça fait 3 ans. Effectivement. Des blessures. On va suivre ça. Félix, il y a plusieurs Québécois qui seront en action ce soir. Le premier à qui je pense, c'est Jacob Pelletier qui s'amène avec sa nouvelle équipe. Comment tu trouves son départ? Bien, moi, je trouve que c'est au ralenti, puis c'est rien de négatif. Là. Jacob Pelletier a vécu un changement important. Au milieu de l'hiver, il a été échangé, alors qu'avec les Flames, il avait trouvé son air d'aller. Puis je lui ai parlé samedi avant le match face aux Canadiens de Montréal, puis il est dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'il doit retrouver cette confiance qu'il semble avoir perdue dans ses premiers matchs avec les Flyers. Puis son entraîneur disait avant le match de samedi face aux Canadiens, il doit transporter la rondelle, jouer avec la rondelle davantage. C'est un athlète hors pair, un être humain super, motivé, déterminé. C'est à lui maintenant de trouver son air d'aller. Il y a un autre Québécois qu'on pensait... En fait, c'est Alexis Lafrenière, qu'on va voir ce soir, Élie. Alexis Lafrenière, lui... C'est à l'image des Rangers. Bien, c'est ça, hein? C'est moins dommage. 15 comme différentiel. Puis je sais même pas s'il va marquer 20 buts. De la frustration dans son jeu dans le dernier match a été eu un 10 minutes pour son comportement avec les officiels. C'est 2 buts à ses 25 derniers matchs. C'est un bon joueur, Alexis. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Mais sa saison est à l'image de celle des Rangers. Et l'autre Québécois que je veux vous parler, c'est Gabriel Perreault des Rangers. Je pensais qu'on était pour le voir ce soir, Gabriel Perreault, finalement, et laissé de côté. Gabriel Perreault, c'est le fils de Yannick Perreault. Et quand on regarde Gabriel jouer, là, il ressemble pas mal à papa. Premièrement, il est numéro 94, sa façon de jouer, il a des bonnes mains, une bonne vision. C'est un joueur intelligent. Il a joué 3 matchs jusqu'ici avec les Rangers. Il sera pas là ce soir. Il y en a qui m'ont dit, comment ça, il a représenté les États-Unis? Lui, c'est un Québécois. Il est né à Sherbrooke. Il a grandi en Illinois alors que son père s'est retrouvé avec les Hawks. Alors, Gabriel Perreault, ça sera pour une autre fois. Mais il a un très bel avenir avec les Rangers. Oui. Et plus tard ce soir, les Oilers affrontent les Blues. Et là, on aura l'occasion de voir Zach Bolduc. Va très, très bien. Puis j'ai parlé à des gens dans son entourage, puis Zachary Bolduc a toujours été reconnu pour son tir. Il a un Timonville avec mes enfants, puis Zachary Bolduc avait marqué 3 buts. Mais pas 3 petits buts autour du filet comme moi, je suis capable de marquer dans ma ligue de garage. C'est des tirs précis. Présentement, il le fait. Puis c'est pour ça que les Blues gagnent présentement. Il y a une belle fiche. C'est sa 2e année. En fait, sa première année complète avec autant de matchs joués. C'est quand même un très bon départ là, pour lui. Très bon départ. Alors, on va le voir en série. Ça, c'est une bonne nouvelle. 3 buts, tu marques, toi? Dans ma ligue de garage? Oui, c'est ça, dans la même soirée. Mais je t'ai-tu dit que je jouais contre des enfants d'11 ans aussi? Merci! On accueille en studio Patrick Lalime qui sera à l'analyse de ces 2 rencontres de ce soir. Salut! Salut. Salut, Pat. On veut parler du Canadien. On n'a pas le choix de parler du Canadien. On a tellement de sujets et on va commencer peut-être par cette super victoire, cette super séquence de 6 victoires consécutives. Je pense pas qu'on croyait que le Canadien serait en mesure d'aller chercher ces 6 victoires-là, d'autant plus qu'on commençait les rencontres de mauvaise façon. Mais Pat, à chaque fois, on trouve une façon de gagner. C'est impressionnant ce que le Canadien fait. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est la confiance qu'il y a dans le vestiaire. T'sais, peu importe le pointage, on se fait dominer largement en première période. Il y en a toujours un qui se lève. Hier, c'était Montembeault qui a dit « OK, je m'en occupe, les boys ». Puis on trouve une façon, tu as besoin d'un lancer, tu reviens dans le match avec un gros but. C'est impressionnant le Canadien. Puis moi, ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est leur jeu défensif. Là, tu regardes dans les 6 derniers matchs, on n'a pas accordé plus de 2 buts une seule fois. Ça en dit beaucoup. Les séries s'en viennent défensivement. Si on peut avoir une certaine confiance, ça peut être intéressant. Ouais, le retour de Goulet aussi aide énormément. On voit là, ce qu'il est en mesure de faire. Hier, j'ai trouvé qu'il était sensationnel. En plus d'être fiable défensivement, il frappe. C'est un gars qui est capable d'être physique, autour du filet. Mais tu as raison, Élie, quand tu dis, des mauvais débuts, c'est sûr qu'à un moment donné, le Canadien, tu peux pas toujours commencer les matchs en retard. Mais une des choses que je retiens, c'est le niveau de confiance des joueurs. Parce que on perd 1-0, il n'y a pas de panique, jamais. On sait qu'on va revenir. Et ça, c'est dangereux là, pour les autres équipes à travers la Ligue. Quand tu affrontes une équipe comme le Canadien, qui ont cette confiance-là, de dire, les autres, 1-0, c'est pas grave, on revient. C'est pas une des équipes qui fait le plus de retour de l'arrière dans la Ligue nationale. Ben, je pense à Nancy Long sur le niveau de confiance qu'on a commencé en début d'année où on est rendu actuellement. Un mot bien à l'idée, stabilité. Quand tu regardes le Canadien, là,
tu ne te poses pas la question qui joue avec qui, est-ce qu'il va y avoir des changements? Stabilité. Et les athlètes adorent ça. Adorent ça, là. Ils conduisent leur auto, s'en vont à l'entraînement. Ils ne regardent pas le tableau, ils ne regardent pas quelle couleur de gilet. On sait exactement où on s'en va. Ils savent ce qu'ils ont à faire match après match. C'est là, en plus de ça, là, physiquement, ils sont en santé. Ouais. Là, les Canadiens, là, si ça continue comme ça, il reste quoi, 4 matchs? Là? Ouais. Il faut arriver... Parce que mentalement, là, la santé est parfaite. Surtout avec les récentes acquisitions. Là. Aïe, aïe. Si j'étais entraîneur d'une autre équipe, puis je penserais que le Canadien, c'est l'équipe que je vais affronter, là. On commence à avoir peur. Dangereux, une équipe comme ça. Hier, je veux qu'on revienne sur Montembeault parce que il a été, tu sais, ça avait l'air d'une soirée facile pour lui, malgré le fait qu'il a été tellement bombardé. En première période, on se disait, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas quel aurait été le pointage, messieurs, mais Montembeault s'est fait hyper rassurant hier. Bien, moi, j'aime bien sa saison, Samuel. Tu sais, si tu regardes les statistiques, c'est peut-être pas les meilleures statistiques de la Ligue, mais faut que tu vois les matchs de hockey. Faut que tu vois la façon dont le Canadien joue. Puis moi, j'aime toujours le travail de Samuel. Je trouve que c'est un gardien de but qui est constant depuis le début de la saison. Tu sais, c'est rare que Samuel va accorder plusieurs mauvais buts. Je trouve qu'il trouve une façon d'être bien positionné. Il est confiant. Tu le sens rassurant dans sa façon de faire. Je le sens calme devant son filet. Tu sais, un gardien de but, Fish, tu le sais, faut que tu trouves une façon, à quelque part, quand ça va pas bien, de ramener rapidement. Puis j'ai l'impression que Montembeault est capable de le faire. Ouais. Vaut 30 victoires et on regarde le tableau, les gars. C'est impressionnant, là. C'est beau, là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Puis, tu sais, déjà, moi, je regarde d'où il est parti, Samuel, et où il est rendu. Il en a fait du chemin. On parle d'adversité, là. Tu mentionnes d'être capable de ramener. Bien, ça, c'est parce qu'il y a du bagage, il y a du vécu. Et il veut pas, je le regarde dans son filet, il est en contrôle. C'est sûr que quand c'est pas lui qui est dans le filet, tu regardes un gars comme Daubèche, là, tu te dis, OK, Samuel, il est vraiment bon techniquement. Il est beaucoup plus en contrôle. C'est là que tu peux vraiment comparer avec un jeune gardien qui commence sa carrière et Samuel qui est devenu un numéro 1 solide. Là. Et en plus de ça, c'est que... Toi, ça fait longtemps que tu le dis. Ça fait longtemps on n'a pas le choix de le dire. Parce que, en plus de ça, là, c'est un bon gars. Ouais. On voit là, comment les défenseurs l'aiment. Après des arrêts, ils vont le voir. Une petite tape sur le bras, sur les jambières. Tu vois ça, là. Puis dans le vestiaire, là, probablement, après les 25 lancers qu'il a reçus hier, il y a peut-être un vétéran ou quelqu'un dit « Hey, les boys, Sam nous a gardés dans le match. » Ou le coach qui arrive, hey, là, on va-tu commencer à jouer, là? Sam nous a gardés dans le match. Exact. C'est juste un 0. Puis Fish a dit un très bon mot aussi, Burger, excuse-moi, mais humble. Ouais. Tu sais, il y en a plein que dans le vestiaire à prendre la place après le match. J'ai fait le travail en première. Tu sais, il envoie ça à ses coéquipiers, puis c'est pour ça qu'il est apprécié. Oui, c'est un bon gars, puis c'est un Québécois, puis c'est un francophone. Puis c'est rare. C'est rare aujourd'hui des gardiens de ce niveau-là. Non, mais parce que aussi, le doute, hein, même j'entends encore là, des gens dire « Est-ce que c'est réellement un numéro 1? » Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Bien, on va leur envoyer le tape d'hier. Une jeune équipe, là, on arrive des séries éliminatoires. Ouais. On va voir les séries éliminatoires, c'est évident, mais hey, tu sais, il l'a fait. à tous les matchs, il faut qu'il se prouve. Là, c'est quand même pas facile. Ouais. Mais tu sais, on n'arrête pas de dire, écoute, si Slade Hudson n'est pas là cette année, le Canadien n'est pas en série. C'est vrai. Ouais. Si Suzuki ne joue pas de cette façon-là, le Canadien n'est pas en série. Ouais. Mais si Samuel Montembeault ne joue pas comme il fait, on n'est pas là non plus. Puis c'est certainement un des joueurs de l'année chez le Canadien. Et ce que tu as mentionné tantôt, Élie, c'est un Québécois. C'est un gars qui, tu sais, t'es numéro 1 pour le Canadien. C'est peut-être le gardien qui a le plus de pression dans la Ligue nationale. Fait que quand tu ajoutes ça, je pense que son 30 victoires est encore plus représentatif. C'est vrai. Ouais. Là, il faut parler du numéro 93. Je sais qu'il y en a qui ont acheté leur jersey. 91, pas grave, il est bon pareil. Achetez-vous-en 2 au pire, c'est pas grave. Ouais. Le numéro 93 qui est encore dans les Europes, là, mais on s'attend à le voir. On attend son permis de travail du côté de Demidov, mais... Les gars, quel buzz! On ne s'attendait pas à le voir arriver avant la saison prochaine. À quel point, Pat, ça va faire un changement dans cette formation-là? Il va amener une dose incroyable d'énergie. Oui, puis ça, c'est important, tu sais, parce qu'à ce moment-ci de la saison, là, t'amènes un nouveau joueur. C'est quasiment comme si tu fais un échange pour le Canadien. Le joueur qui peut rentrer dans une formation qui va très bien, qui a un bon noyau, bien, c'est un joueur qui est capable d'en apporter plus. Tu sais, ce joueur-là, en quelque sorte, va devenir intéressant. Puis, faut que tu sois meilleur comme équipe. Et voilà, c'est en plein ça. C'est un plus-value. S'il s'en vient dans ton alignement, c'est parce qu'il est capable d'en amener plus qu'un des joueurs est là en ce moment. Et j'espère qu'on va le... Ben, je pense que ça va être... Tu sais, dans le cas d'Hudson, là, on lui a dit « joue
joue, après ça, on va te coacher. Ouais. J'espère que dans le cas de Demidov, j'espère pas entendre dire oui, mais défensivement, non, laissez-les jouer comme on a fait avec Hudson. Oui, surtout que avec sa période. Hudson, là, on a pris les bons côtés, puis plus ça allait, on oubliait les erreurs commises en défensive. Puis dans le cas du jeune qui arrive, là, parce que lui aussi va avoir une certaine pression, il arrive direct dans les séries éliminatoires. C'est ça. Et probablement que Ovechkin, dans le premier match, va lui faire un petit clin d'œil. C'est sûr. Ils se mais connaissent. n'oubliez pas aussi Hudson, quand il n'était pas sur la première vague de l'avantage numérique, graduellement, on y en a donné plus. Là, la différence, c'est que là, lui, il n'a pas grand temps. Là. Il va arriver, il va peut-être jouer, ça, on parle peut-être contre les Hawks lundi. Ouais. C'est 1 ou 2 matchs, bang, les séries. T'as pas le temps là, de faire des essais. C'est pas comme s'il est arrivé l'année passée puis le Canadien est éliminé. Là, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux le faire juste sur ton premier trio. Là, il faut que tu l'intègres dans une façon que ça va pas nuire, là, même si on le sait que c'est un excellent joueur. Ouais. C'est la première fois que moi, je vais voir lundi, là, dans le warm-up, les 21 000 personnes assises, parce que la coutume, hein, lorsqu'un nouveau joueur arrive, on le laisse aller seul sur la patinoire. Standing ovation. Il va être seul sur la patinoire. C'est sûr. Les partisans. Les gens attendent ça fait longtemps. Sûr. Mais là, vous le mettez où dans la formation? Quand vous regardez les trios du Canadien, ils se retrouvent où? Stabilité. Donc, la seule place qui est disponible, Deuxième trio. c'est le deuxième trio. C'est plus facile parce que le trio de Dvorak, tu ne touches pas à ça. Le trio de Suzuki, tu ne veux pas toucher à ça non plus. Celui d'Evans. C'est juste que c'est facile de tasser un gars comme Kapanen qui vient juste d'arriver. Fait que moi, je le ferais jouer avec Laine puis Newhook. Je pense que ça fait du sens. Tu le fais jouer dans un top 6 aussi. Tu lui donnes du temps là, pour... tu lui donnes quand même des joueurs de qualité aussi pour qu'ils puissent produire offensivement. Là. Ce qui va être intéressant, puis Bergie, en tant qu'entraîneur, au début, tu n'as pas le choix de le laisser jouer, de regarder ce qu'il peut t'amener. Tu ne peux pas lui bourrer le crâne là, de tu le laisses aller, puis après ça, tu fais quelques petits ajustements pour essayer qu'il se sente bien à l'aise, confortable, mais ça va être un beau travail pour le personnel. Juste la première vague en avantage numérique? Deuxième vague. Deuxième vague, oui. On en règle des choses. Un step à la fois. Ben puis, oui. Je pense que Martin Saint-Louis le fait avec Hudson. On va faire la même chose avec. Puis ce qui est le fun, c'est Heinemann qui est là souvent, c'est la deuxième vague. Fait que, c'est facile à tasser, puis Heinemann va le comprendre également. C'est ça qui est le fun que Demidov s'en va. Heinemann, il y a une passe depuis qu'il est revenu de sa blessure. Je suis pas sûr qu'il est en mesure de chialer. Ça fait longtemps que je n'ai pas été excité. Comme ça, hein? Au mois d'avril. Juste les mercredis. Juste les mercredis avec... J'allais le dire. C'est ça, on s'entend. Merci. C'est le hockey du mercredi Uber Eats. Le dernier billet pour les séries dans l'Est s'éloigne de plus en plus pour les Rangers de New York qui ont perdu leurs 2 derniers matchs. Ce soir, la troupe de Peter Laviolette accueille les Flyers au Madison Square Garden et New York n'a plus de marge de manœuvre pour ses 5 derniers matchs de la saison. Nous avons un programme double pour vous ce soir après la rencontre. Restez avec nous puisque Saint-Louis, qui a vu sa séquence de 12 victoires de suite prendre fin à Winnipeg lundi, poursuit son voyage et s'arrête du côté du Rogers Arena pour affronter les Oilers qui sont quelque peu décimés à l'infirmerie. Dans le studio, Albi le géant avec Michel et Éric pour ces 2 rencontres de la soirée. Vous allez bien? Allô, très bien. Là, les Rangers, on commence à se creuser un petit trou derrière le Canadien. Faut quand même, ils blâment le Canadien parce qu'on gagne du côté de Montréal, 6 victoires consécutives. Mais pour les Rangers, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce que là, Michel, tu sens qu'on va baisser les bras un petit peu? Il est temps de faire rapprocher le corbillard. Non, mais sortir écoute, les bâtons de golf. Quand j'entends des déclarations comme Panarin, là, qui dit, là, avant que le match débute, le dernier match des Rangers, c'est épouvantable qu'on ne sera pas des séries éliminatoires. Tu vois là, qu'on a abandonné. Quand les joueurs clés, quand les leaders d'une formation baissent les bras, là, il n'y a personne qui suit après ça. Ah, tu as raison. C'est clair qu'avec les commentaires de la sorte, on voit que... Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Tu sais, dans le dernier match, je le faisais. On est à la maison devant nos partisans. Tu finis la première période, c'est 3-0 pour le Lightning. Je dois dire, par contre, que les Rangers ont quand même eu beaucoup de chances de marquer. N'eût été les prouesses de Vasilevski, on aurait peut-être eu un match complètement différent. Mais les jeux clés, on n'est pas en mesure de les faire. Et l'autre chose que j'ai réalisé aussi, on est très fragile. Ça prend pas grand-chose pour que la chaîne débarque du côté des Rangers. Et on voit que tout ce qu'on a vécu cette année, tout le drame, les changements, on a tenté de survivre à travers ça. Mais là, on arrive à un moment très, très important. Et
c'est comme s'il nous manque un petit... C'est comme si on a perdu un petit peu notre âme. On a un petit peu perdu notre identité comme équipe. On joue pas avec passion, hein? On joue du bout de la palette, là. On voit là, qu'il y a des fois des situations là, devant le filet, là, je parle pas le long de la rampe, devant le filet, là, on fait pas tout là, pour empêcher le bon lancer de l'adversaire. Non, non. Je te le dis, là, moi, c'est décevant. Ben oui, je suis même surpris que la Violette là, est encore en poste. Parce que son équipe n'a pas répondu après les changements. Ce qu'on voit à Philadelphie, là, on a vu le renouveau de cette équipe-là. Depuis le changement d'entraîneur, il aurait fallu faire la même chose. Même si j'aime pas qu'un entraîneur perd son emploi, je pense que le temps était venu. Bien, des fois, c'est ça que ça prend, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais senti le sentiment d'urgence du côté des Rangers, comme si on se disait, on va finir par faire les séries pareilles, mais il y a tellement eu de mouvements, il y a tellement eu de bruit autour de l'équipe depuis le début de l'année. On dirait que ça a rattrapé l'équipe malgré tout. Le capitaine, les départs également de jeunes joueurs comme Kaapo Kakko, Itil, ça fait du bruit. Ça a peut-être dérangé cette chimie-là. Tu disais qu'on avait perdu un petit peu l'identité alors qu'on voit justement toutes les distractions qui ont eu lieu au cours de la saison. Ça peut déranger une chimie d'équipe. C'est certain que ça dérange une équipe. Puis tu viens de le mentionner, tu échanges de capitaine. Tu sais, je me mets à la place des joueurs dans le vestiaire. Tu échanges de capitaine, c'est un message fort. Quand tu fais ça, là, ça veut dire que tu veux un petit peu changer l'identité de ta formation. Là, ensuite de ça, tu échanges 2 des premiers choix que tu as eus. Kaapo Kakko, c'est un 2e choix au total. Itil, c'est un choix de première ronde aussi un petit peu plus tard. Là, ensuite de ça, tu échanges Lindgren qui jouait avec le partenaire d'Adam Fox, qui connaissait peut-être pas sa meilleure saison, mais ça reste quand même majeur. En plus de ça, tu t'en vas annoncer à tout le monde que Zibanejad et Kreider sont sur la liste pour être échangés. Fait que c'est quoi le message que tu envoies? Et là, ensuite de ça, Bergie, tu te reviens de côté, tu t'en vas chercher JT Miller. Là, les joueurs ont commencé à se gratter la tête. C'était un problème déjà à Vancouver. À Vancouver. Avec là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait comme équipe? Si on va chercher Miller, c'est parce que, OK, on dit qu'on est all-in, mais en même temps, on a fait d'autres genres de transactions pour un petit peu liquider cette formation-là. On peut voir qu'on se cherche encore une fois. C'est incroyable, là. C'est incroyable, là, excuse, Lee. C'est que depuis 2 ans, on dit, bien, lorsqu'on fait nos fameuses prédictions, là, on va repasser, là. on voit toujours les Rangers dans le Final Four, finalement, peut-être en finale de Coupe Stanley. Quel désappointement! Quel désappointement pour les amateurs de hockey à New York. Surtout quand on a un gars comme Shesterkin devant le filet, on se dit on a vraiment une solidité devant le filet à New York, on va bien aller. On regarde ses statistiques depuis le 16 mars, il y a une fiche de 2-6-1. Il n'a pas produit à la hauteur des attentes, Éric, ou c'est qu'il manque de constance? Bien, écoute, il n'y a pas eu beaucoup d'aide, il y a eu beaucoup d'erreurs devant lui, mais en même temps, avant, quand il était au sommet de son art, il réparait les erreurs, justement, des joueurs. Là, je regarde dans ses 4 derniers départs, c'est 848 d'efficacité, 833, 800 et 818 dans le dernier match. Tu peux pas te permettre de gagner des matchs si ton gardien de but n'est pas supérieur au chiffre que je viens de vous mentionner, surtout dans un moment aussi important pour les Rangers. La preuve, c'est que dans un match important, ce soir, ça va être Jonathan Quick, parce que demain, on joue contre les Islanders. 2 matchs en 2 soirs, mais tu n'as pas joué ton gardien de box hier dans le 2e match, Bergie. Ça, c'est rare. Surtout à la maison. Ah, exactement. Ça dit beaucoup sur la confiance peut-être qu'on a en Shesterkin. Parce que là, on regarde, on vous a montré le classement. On est quand même très loin du Canadien. D'ailleurs, le Canadien est aussi une des causes pourquoi les Rangers ne sont toujours pas en séries éliminatoires. Et on va prendre une pause. Et au retour, on va parler du Canadien. Est-ce qu'on parle de Dame Dove un petit peu? Oh, oui. Un petit peu? Un petit peu beaucoup. Tout est excité. Et c'est le sans-filet, Michel, et on entendait une très bonne entrevue que Jeff Gorton a donnée hier à un réseau anglophone, et on lui parlait de son capitaine, de Nick Suzuki, et il a avoué tout bonnement, il dit « I'm the captain of Nick Suzuki's club », donc je suis le numéro 1 fan, le capitaine de son club de fans. C'est le fun d'entendre un DG parler comme ça de son capitaine. J'ai tellement aimé ça, parce que quand on parle d'une équipe, là, bien, ça part d'en haut, hein? Si la direction est près de ses joueurs, puis moi aussi, là, lorsque j'ai entendu Hughes parler de Suzuki avec admiration. Ouais. Tu sais, habituellement, les directeurs gérants ont peur d'aller publiquement parler du bien d'un sans parler de l'autre. Donc, mais très belle, de belle façon, là, Hughes est arrivé et il a dit, comme tu le dis, si j'avais un fan club, là, je serais le capitaine du fan club de Suzuki.
Bravo. Et il disait que son capitaine, ce qui a beaucoup changé, c'est son leadership. Il a appris, il a développé son propre style de leadership. C'est ce que Hughes il disait. Et c'est ça qui est beau à voir du côté de Suzuki, parce que tu n'apprends pas du jour au lendemain à être capitaine. Il y a les attentes et il y a ce que toi, tu vas amener comme capitaine. Et il l'a trouvé. Et il a acquiescé à sa demande lorsque Suzuki lui a demandé de garder l'équipe intacte. Tu sais, de ne pas faire de transactions de dernière minute pour ébranler la stabilité dans cette équipe-là. Non, j'ai bien aimé l'entrevue, puis ça reflète un peu l'organisation du Canadien, parce que le Canadien de Montréal, là, c'est une organisation hors pair, depuis toujours. Tu sais, ils font les choses de la belle façon. Ce qu'ils ont fait hier encore, là, avec l'arrivée de Demidov, c'était planifié, là. On n'a pas décidé ça du jour au lendemain. Tu sais, le fameux voyage en Russie avec Vincent Lecavalier. C'est pas pour rien, là. Non, c'était pas pour rien. C'était pas une vacance. C'était pour débuter une certaine négociation. On n'en sait pas plus. Mais là, finalement, Demidov va arriver ici dans les prochains jours. C'est merveilleux. Oui, ça, c'était une surprise, par contre, parce que je pense qu'on l'attendait seulement pour la saison prochaine. Mais c'est clair que les discussions comme ça, de se déplacer, de rencontrer les gens sur place, ça l'a aidé lorsque Demidov a dit, moi, je pourrais peut-être être libéré, m'en aller... On va t'arranger ça. Non, mais ça, Michel, c'est incroyable. L'arrivée, on sent les partisans, tout le monde est tellement excité parce qu'il n'y a rien d'habituel. Là, hein? C'est inhabituel. C'est fou, là. Surtout que le Canadien est dans les séries, pas officiellement, là. Presque. Mais on sait qu'ils sont dans les séries presque. Donc, là, on va le faire jouer probablement un premier match lundi contre les Hawks de Chicago. Et là, tu sais, la coutume, hein? Lorsqu'un un joueur qui joue son premier match avec une équipe, on l'envoie seul sur la patinoire. Mais là, on a avisé tout le monde, les 21 000 personnes qui vont être... On laisse pas seul. Ils vont tous être assis à leur banc. Et là, il y aura un standing ovation. Ça sera son baptême. Son baptême de feu à Montréal. Mais c'est évident, j'entendais le jeune aujourd'hui, là. Il a une bonne bouille. Ah, vraiment? Je ne l'ai pas vu jouer, là, pendant 60 minutes. J'ai vu des séquences de jeu, mais là, ça me rappelle l'arrivée de Guy Lafleur, hein, pour les plus âgés. Là. Lorsque Guy est arrivé à Montréal, là, c'était le successeur de Jean Béliveau. La province de Québec était à l'envers parce qu'on connaissait ce que Guy avait fait avec les Remparts de Québec. Puis là, où il remplaçait Jean Béliveau, c'était incroyable. Là. Mais c'est ce qu'on vit présentement. C'est ça qu'on vit. Hein. Il va porter le numéro 93. C'est quand la dernière coupe à Montréal, non? 93. Ça, je dis rien. Oui, mais par contre, il aurait pu demander à Kapanen de 91, mais là, il n'était pas pour prendre son numéro puis sa job. C'est ça. Parce que, non, mais c'est lui qui va prendre la job de Kapanen. Encore une fois, l'organisation du Canadien a pensé à tout ça. Oui. C'est merveilleux. Bienvenue à Montréal. Puis je pense qu'on va avoir des séries exceptionnelles. Michel va être debout pour lui. Merci, Michel. Après une période de jeu au Madison Square Garden, les locaux ont pris les devants 1-0, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on a encore entendu un petit peu de huée au départ dans cette rencontre entre les Flyers et les Rangers. On est de retour dans le studio Albi Legend avec Éric pour parler de cette première période. Et on peut comprendre les partisans du côté de New York de s'impatienter parce que on dirait que parfois les Rangers ne font rien ou rien de bon sur la glace, il n'y a rien qui fonctionne. Et ça a commencé de cette façon-là pour les Rangers avec... on a même eu droit à un tir de pénalité qui n'a pas mené à grand-chose. Non, exactement. Puis je voulais absolument qu'on le montre pour montrer un peu l'attitude d'Esbanejad. Regardez, par la force des choses, on est obligé de changer quelques trios. Trocheck, écoute, il avait fait 77 points la saison dernière, donc c'est un petit peu moins qu'il y a cette année, mais l'effort est là encore pour lui. J'étais un des rares, je te dirais, qu'il n'y a pas grand-chose à se reprocher là, quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, mais beaucoup de frustration. Mais la bonne nouvelle, c'est malgré tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même 1-0. Là, donc, on est encore dans le coup. Mais ça ne prendrait pas grand-chose pour voir l'équipe là, immédiatement là, commencer à abandonner. Au moins, on a 12 lancés au filet contre 5 pour les Flyers. Donc, on domine. On n'a pas tout le temps connu des mauvaises rencontres. C'est que le résultat, en bout de ligne, fait mal au classement. On est toujours assez loin du Canadien. Il faut remporter ce soir, sinon je pense qu'on sort nos bâtons de golf. C'est ça qui va arriver. Ou le Potter. Toi, c'est le Potter. Moi, c'est le Potter. On va aller voir ce qui se passe dans un match en cours. C'est pour la course dans l'Atlantique pour le sommet, parce que si le Lightning remporte, on sera à égalité avec 98 points, à égalité avec Toronto. Mais pour le moment, les Leafs mènent un beau but de Mitch Marner, son 25e
Pas plate, hein, ça, pour déjouer Vasilevski. Et un peu plus tard, toujours en première période, Matthew Knies qui va marquer avec l'aide de Matthews et Marner. C'était 2-0. Mais Nick Perbix qui va marquer du côté du Lightning. Alors, c'est 2-1 actuellement pour les Maple Leafs. De retour dans le studio, Albi Lejean, pour parler de cette deuxième période entre les Rangers et les Flyers. On sait que pour les Rangers, là, c'est très important de gagner ce soir. Sinon, je pense qu'on peut mettre une croix définitive sur les séries éliminatoires. On commence à s'éloigner drôlement du Canadien. Et en deuxième période, et on en parlait, Éric, et on a fait les Rangers il n'y a pas si longtemps. On se disait que l'avantage numérique, les unités spéciales, à comparer à l'an passé, c'est assez difficile. On est 27e sur l'avantage numérique. On a marqué un but en infériorité numérique en première période, mais là, on leur a accordé un but en avantage numérique. Pas la première fois que ça arrive, ça. Non, puis écoute, on a montré en première période l'échappée qu'on a donné. On aurait pu en donner un autre. Et je sais pas si c'est parce qu'on tente de forcer les jeux, Bergie, quand saison, là. Des joueurs qui ont sous-performé et qui fait en sorte que les Rangers se retrouvent dans une position très, très difficile actuellement. Toute équipe a besoin d'un quart arrière hors pair. Les Rangers l'avaient les années passées en Adam Fox. Fox, quand même, a des bonnes statistiques quand tu regardes les points accumulés depuis le début de la saison. Mais il me semble qu'il est moins intense, moins agressif. Il est moins dominant, c'est ça. Donc, je pense que c'est une des grandes différences. Ah oui, 300e but dans la Ligue nationale. Un club, OK, on est mathématiquement encore des chances, là, mais pour moi, ils sont éliminés, qui n'arrêtent pas de jouer. J'ai connu ça, moi, une année, là, qui était déjà éliminé depuis fort longtemps. Oui. Des joueurs complètement abandonnés. Mais dans le cas de Panarin, là, à tous les soirs, c'est le meilleur attaquant des Rangers. C'est certainement celui-là. Il a reçu une rondelle en plus au visage, comme la plupart des joueurs de hockey. Il va revenir dans le jeu. Mais comme Bergie a mentionné, moi aussi, je trouve que, tu sais, autant que je viens de vous parler, là, que bon, les Kreider, les Zibanejad ont vraiment eu des grosses baisses de production. Bon, Panarin, peut-être une petite baisse, ça reste encore ton leader offensif. Un peu à l'image d'un David Pasternak à Boston, qui a atteint le cap des 100 points. Dans une saison que les Bruins s'en vont nulle part, ils continuent à produire. Pour moi, c'est des joueurs de la sorte que tu veux, au pire, entourer. Tu veux bâtir ton équipe autour des gars comme Panarin. Faut jamais oublier que Panarin avait choisi d'aller jouer avec des Rangers. On va voir ce qui se passe dans un match entre le Wild et les Sharks. Regardez bien avant la rencontre, Marc-André Fleury qui va disputer son dernier match à la maison. Qui était à côté de lui? Bien, ses 3 enfants pour l'occasion. Alors vraiment de très belles images pour Marc-André Fleury qui obtient son dernier départ à la maison en carrière, lui qui va prendre sa retraite. Alors, on fait face aux Sharks ce soir. Et après le but des Sharks de Tyler Toffoli, Marcus Johansson va marquer son 10e, donc créer l'égalité. Et Brock Faber va donner l'avance au Wild. C'est 2-1 actuellement pour le Wild. On va aller retrouver le collègue Renaud Lavoie pour faire le tour de quelques nouvelles. Mais d'abord, Renaud, je pense qu'on se doit de parler d'Ivan Demidov qui crée tellement d'engouement dans les derniers jours à Montréal. Là, on le sait, le numéro qu'il a choisi, c'est 93, mais on veut surtout savoir quand il va arriver à Montréal. Est-ce qu'on en sait plus? Non, présentement. On s'entend là, que lorsqu'il va arriver à Montréal, il va falloir qu'il apprenne la vitesse grand V parce qu'on va vouloir le voir le plus rapidement possible dans la formation. Ça, c'est clair. Voilà. Je veux qu'on parle un petit peu du côté des Prédateurs de Nashville. Roman Josi, il s'est blessé. Il a raté les 7 dernières rencontres. Est-ce qu'on commence à être un petit peu inquiet pour son avenir? Oui. Pas loin de 1000 matchs de jouer, mais il les a pas encore atteints, ces 1000 matchs-là. On va suivre son état de santé. Et terminons avec les Flyers, Renaud, parce que c'est clair que le congédiement de Tortorella fait beaucoup jaser. Et là, la question, c'est de savoir qui prendra sa place, qui deviendra le prochain entraîneur, qui cherche-t-on à Philly? Qu'on cherche, c'est surtout un enseignant. Ça me fait penser. En tout cas, juste le fait que Tortorella ne soit plus là, on a senti qu'il y avait une petite vague du côté des Flyers. Ça va faire du bien, ce changement d'entraîneur. On va suivre ça. Merci, Renaud. Bonne soirée. Merci, Isabelle. Cette deuxième période dans le studio Albi Lejean avec Éric, les Oilers qui sont revenus alors qu'on tirait derrière 1-0 après une période de jeu. Et c'est clair qu'on regarde ce qui se passe avec Connor McDavid. Il a manqué les 8 derniers matchs de retour ce soir dans la formation. Il manque encore tellement de joueurs chez les Oilers que là, on va prendre les joueurs qui sont prêts à revenir. Parce que là, on est en série, mais on dirait qu'il n'y a quand même rien encore de coulé dans le béton du côté des Oilers. Alors là, c'était un retour important. McDavid, et il s'est signalé. Oui, c'est signalé. Il n'y a pas de tir au but, mais c'est quand même lui qui a les 2 mentions d'aide sur les 2 buts des Oilers. Donc, tu sais, on voit encore des fois des bons... on voit McDavid qui va... on le voit ici sur le but de Brown. C'est vraiment lui qui vient
dans le fond, taper la rondelle, là, qui vient enlever la rondelle aux joueurs des Blues, faire un revirement. Et là, avec un gars ailé comme Connor Brown, se retrouve sur un premier trio avec Connor McDavid. On sait très bien que ça ne sera pas le cas quand les joueurs blessés ou malades vont revenir. Donc, pourquoi pas en profiter? C'est ce qu'il a fait de belle façon. Et encore une fois, ici, le but de Paul Colzin, c'est McDavid qui est à l'origine de tout ça. C'est lui qui envoie la rondelle à la pointe et ensuite de ça, retour de lancer. Donc, malgré le fait qu'il n'y a pas de tir au filet, ça reste que Connor, 2 mentions d'aide, continue à produire pour son équipe. Et c'est comme un genre de mini-camp d'entraînement avant les séries pour lui. Et on voit ici, encore une fois, là, le temps de jeu des défenseurs des Oilers. Donc, c'est quand même beaucoup de temps de jeu. Et bon, voici le bon tableau. Et Connor McDavid, la séquence de points, c'est la plus grande séquence actuellement. C'est drôle, le deuxième, c'est Thomas des Blues de Saint-Louis. Et là, c'est clair qu'il a manqué 8 matchs, mais c'est pas grave. Il continue à produire. Oui. Il est bon quand même, mais il ne peut pas produire s'il ne joue pas élite. C'est ça. Ça se fait pas. Mais il a repris là où il avait laissé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on se questionne toujours à savoir dans quel état ils sont lorsqu'ils reviennent. Est-ce qu'on pousse un peu le retour un peu trop rapide parce qu'on a besoin de ces joueurs-là? Parce que c'est vrai que, comme je le mentionnais dans le classement, on est en série, mais il ne faudrait pas trop en échapper non plus. On a 93 points. On est quand même bien positionné. Mais je pense que c'est une question vraiment, là, bon, tu as toujours les Flames qui poussent ce soir-là, jouent contre les Ducks. Mais la réalité, c'est, pour McDavid, c'est vraiment de s'assurer là, que quand il va revenir, on ne peut pas prendre de chance. Parce que le but ultime des Oilers, on était à une victoire de gagner la Coupe Stanley. C'est qu'on pense qu'on a encore l'équipe pour aller jusqu'au bout. Et actuellement, on jouera encore contre les Kings de Los Angeles. Ça va faire la 4e année. C'est incroyable. Et je peux vous dire une chose, les Kings cette année, c'est pas la même équipe. C'est une équipe qui joue du très, très bon hockey. Donc, pour les Oilers, on commence déjà à se préparer en mode série. On va avoir de l'aide, c'est ça. Il y a un paquet de joueurs qui vont revenir. Oui, c'est sûr. Ça reste que ça va être un défi de taille pour cette formation. Mais est-ce que Stuart Skinner va revenir? Ça, c'est la question, parce que là, il est blessé. Calvin Pickard devant le filet ce soir. On a le jeune Olivier Rodrigue qui a eu son premier départ cette semaine. Est-ce que tu as confiance en Pickard en attendant? Bien, écoute, à court terme, oui. À long terme, c'est une autre histoire. Et là, c'est son 29e départ. L'année passée, il en avait fait 20. Donc, il est déjà à 9 départs de plus que la saison dernière. Il va probablement en jouer encore, tout dépendamment de l'état de santé de Skinner. Moi, ce qui m'inquiète jusqu'à un certain point, Skinner, c'est commotion cérébrale, s'est fait frapper à la tête et à partir de... C'est beaucoup plus imprévisible à savoir quand est-ce qu'il va être en mesure de revenir, dans quel état il va être. Et imaginez, là, déjà Skinner à 100 %, il y avait des doutes, il y avait des points d'interrogation à savoir, c'est-tu l'homme de la situation? Est-ce que c'est lui qui peut nous amener jusqu'au trophée ultime? Ça, c'est Skinner à santé. Fait qu'imaginez actuellement, là, j'ai bien hâte de voir comment on va gérer ça. Et si jamais Pickard, qui est quand même un gars d'expérience, a embarqué juste pour peut-être donner un match de plus de repos, ce qui peut tenir le fort. Il l'a déjà fait dans le passé. C'est un gars qui a déjà joué 48 matchs, mais ça fait longtemps. C'est à l'époque de l'Avalanche Colorado. Ça fait déjà plusieurs années de ça. À suivre. On va aller voir ce qui s'est passé dans d'autres matchs au cours de la soirée. 5 duels dans la LNH. Là, il y avait une autre rencontre importante pour la bataille, le sommet de l'Atlantique. Il y avait seulement 2 points qui séparaient Toronto, qui en avait 98, du Lightning, qui en avait 96. Alors, c'est un match important que le Lightning devait remporter. Mais finalement, les Leafs se sont signalés. Matthew Knies, Éric, qui s'est signalé dans cette belle victoire avec un tour du chapeau pour Matthew Knies et surtout le but gagnant. Alors, les Leafs qui prennent maintenant une avance de 4 points sur le Lightning. C'est quand même une bataille qui est intéressante dans l'Atlantique parce qu'on aimerait bien ça, se retrouver au sommet et affronter les Sénateurs et non pas affronter une des équipes de la Floride. Bien, écoute, je te dirais, la dernière équipe que je voudrais affronter dans l'Atlantique, c'est certainement le Lightning. Le Lightning qui joue du hockey de haut niveau. Tout le monde produit. Vasilevski est au sommet de son art. Et pour Toronto, bien, écoute, ça ne serait pas la première fois là, qu'on affronte une équipe de haut niveau. Pas que les Sénateurs, ça n'est pas une équipe de haut niveau, mais ça reste qu'on a un peu moins d'expérience en série. Les Sénateurs, il y a plusieurs joueurs qui n'ont jamais joué en série. Et pour Toronto, je regarde comment on joue depuis un bon bout de temps. Marner, qui est en voie de connaître une de ses meilleures saisons en carrière. Matthews, qui a eu des hauts et des bas avec ses blessures. Nylander, qui frappe encore le 42. Et tu viens de mentionner Matthew Knies. On a vraiment trouvé quelqu'un pour compléter justement Marner et Matthews. Je pense qu'un gars comme Knies peut avoir vraiment un impact. Et on est mieux équipé défensivement. C'est vrai. Et Tanev, ensuite de ça,
Tu as un autre défenseur, son nom m'échappe, mais en tout cas, on a été chercher 2 défenseurs qui, je pense, qui peuvent vraiment nous aider. Carlo. Carlo, entre autres, qui ont été cherchés à la des transactions pour nous aider. Donc, déjà, on est mieux, je pense, équipé défensivement. Et au niveau des gardiens aussi, Stollart, Wall, s'il y en a un qui ne fait pas, on sait qu'il y en a un autre qui peut faire le travail. Donc, ça ne sera peut-être pas les mêmes livres qu'on va voir cette année-là. On va aller voir ce qui s'est passé dans le match qu'on vous présentait plus tôt aussi, parce que les Rangers étaient en action et on se disait ce soir, c'est primordial qu'on ait cherché cette victoire face à 5. On joue tellement les troubles-fêtes, les Flyers. Alors là, les Rangers qui n'ont pas réussi à aller chercher un point ce soir, ce qui veut donc dire qu'on reste encore à 8 points du dernier billet, donc des Canadiens de Montréal. Bien hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que là, il y a toujours, vous allez voir au classement, les Red Wings, les Islanders, les Blue Jackets et les Islanders et les Rangers de New York qui ont le même nombre de points. Alors, tu sais, c'est pas terminé, mais en même temps, c'est pas mal terminé. Ah, écoute, c'est décevant de voir les Rangers jouer de cette façon-là. Un match qui était prenable. On avait les devants. Écoute, on jouait contre les Flyers. Je comprends qu'il y a eu peut-être un regain d'énergie depuis le congédiement de John Tortorella, mais ça reste que sur papier, les Rangers, ça devrait même pas être serré, cette rencontre-là. Et tu vois la fragilité de l'équipe, les erreurs, puis des erreurs commises par des vétérans, pas des recrues, là. C'est des Zibanejad, c'est des Kreider, c'est des joueurs qui devraient t'aider justement à rentrer en série. Donc, je te dirais que moi, demain, je refais les Rangers contre les Islanders. C'est clair que là, le moral va probablement être très, très bas. Ouais. Et ce soir, une décision quand même importante. On a décidé de faire jouer Jonathan Quick. C'était un match horrible. Peut-être son pire match de l'année au moment le plus important. Donc, c'est malheureux pour lui. Parce qu'il en a quand même gagné des matchs importants pour les Rangers depuis qu'il est arrivé. Juste vous rappelez la marque ce soir également, le Wild qui jouait contre les Sharks avec le dernier départ à la maison pour Fleury. Une victoire de 8-7. Ça aussi, c'est une victoire importante pour le Wild quand on regarde le classement. Et actuellement, les Flames affrontent les Ducks. Les Flames qui mènent 1-0. Alors, on va suivre cette course-là parce que... dans l'Ouest aussi. Oui, c'est ça, ça sent bien intéressant. Vraiment. On suit ça, mais pour le moment, place à la 3e période.